Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Nous sommes en guerre. Oui, beaucoup de choses en ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien rentrés. Et alors là, maintenant, accrochez vos ceintures parce que nous allons parler de tout. Nous allons parler d'abord, très rapidement, parce que nous allons revenir cette semaine là-dessus, de cette risque dans la Drôme. Vous avez à Crépol, salle des fêtes, des jeunes qui se réunissent, voilà, et qui dansent et qui chantent. Et puis arrive un petit groupe d'ailleurs, au goût étrange venu d'ailleurs. Et puis allez, ça y est, c'est les couteaux qui sortent. Un jeune de 16 ans mort, un vigile agressé, blessé, etc., etc. Voilà. La violence en France, devenue dimension quotidienne. Et on l'accepte ou on l'accepte pas? Vrai problème, on en discutera les semaines prochaines, mais auparavant, on va discuter de l'Espagne. On va discuter de l'Espagne parce que on a vu un peu partout les extraordinaires foules qui sont descendues pour protester contre l'alliance de Pedro Sánchez et des Catalans qui lui a permis de remporter la majorité et de garder le pouvoir à 3 voix. Pour 3 voix de... Qu'est-ce qui se passe en Espagne? C'est chez nous en Espagne, c'est à côté, c'est notre voisin, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et qu'est-ce qui se passe, alors là, c'est pas l'Europe, en Argentine, où Javier Milei a remporté la présidence avec pratiquement 56% des voix. Et alors, hurlement, oui, c'est Trump, c'est un populiste, c'est un salaud, il va faire... C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut prendre le temps un tout petit peu de vérifier, d'analyser. Voilà, on va parler de tout cela, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec les politiques en ce moment? Je ne sais pas si c'est l'orgasme, mais il y a un vrai problème de sexus politicus en jeu. On va en parler. Et puis nous recevrons Mathieu Bock-Côté pour son livre Le totalitarisme sans goulag. Mais pour le moment et très vite, nous allons recevoir l'historien spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi, et vous allez voir, c'est très important de savoir ce qui se passe tout près de chez nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et alors l'Espagne, elle n'est pas dans tous ses états, l'Espagne, quand vous voyez, et c'est ça qui m'a frappé, si vous voulez, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue à Madrid et ailleurs pour protester effectivement contre les dernières manœuvres de Carlos Sanchez. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Juan Carlos, mais il se passe quelque chose, on en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Que viva l'Espagnol, qui n'a pas entendu ce chant, qu'il aille en Espagne ou pas, etc. Mais que viva l'Espagnol, oui, mais alors quel Espagnol justement? Il s'est passé, alors justement, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce week-end, depuis les dernières manœuvres à l'Assemblée nationale avec Pedro Sánchez et bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Espagne et vous avez écrit un livre, Les fractures de l'Espagne, il y a 1 an chez Folio, chez Gallimard. Alors, est-ce une nouvelle fracture qui s'annonce? Oh, sans aucun doute. On est vraiment dans un pays fracturé et qui rejoue sur des fractures traditionnelles. Une fracture entre la gauche et la droite, et qui, je dirais, ça pour le coup participe de la vie démocratique dans nos démocraties, mais aussi une fracture entre indépendantistes et ceux qui sont attachés à l'Espagne, l'Espagne constitutionnelle telle qu'elle s'est mise en place en 1978. Et sans doute ce qui est le plus grave, c'est que cette constitution de 1978, qui avait fait consensus, elle avait été validée par référendum avec 88% de oui et 91% en Catalogne, avait permis de régler les problèmes qui, en réalité, existaient en Espagne depuis le 19e siècle. Oui. Et l'Espagne, comme la France, a connu toute une série de régimes constitutionnels. Et là, pour le coup, on avait, j'allais dire, construit la maison commune de tous les Espagnols. Et ce qu'on assiste, c'est véritablement à un travail de sape pour miner cet édifice qui,
comme le disent à la fois les responsables politiques de cette période, mais aussi les historiens, a quand même permis à l'Espagne de connaître la meilleure période de son histoire. Tout à fait, de développement, à tout point de vue, de bien-être. Exactement. Etc. Songeons, puisque ça fait aujourd'hui 48 ans, jour pour jour, que le général Franco est mort, songeons au changement entre l'Espagne de 1975 et l'Espagne d'aujourd'hui. Oui, une Espagne qui est devenue européenne, qui s'est enrichie. Songez que l'Espagne a le deuxième réseau de trains à grande vitesse derrière la Chine. Bon, tout le monde derrière la Chine et devant la France. Donc tous ceux qui ont connu l'Espagne d'avant et l'Espagne d'aujourd'hui savent combien ce cadre démocratique a été essentiel pour la prospérité et la paix du pays. Alors Benoît Pellistrandi, revenons à aujourd'hui, là, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, c'est que Pedro Sánchez, le Premier ministre, pour rester au pouvoir, a dealé, si on peut dire, avec les indépendantistes, avec les Catalans. Et uniquement pour rester au pouvoir. Exactement, parce qu'on a eu une campagne électorale, le scrutin était le 23 juillet, et jusqu'au 23 juillet, le discours des socialistes était « il ne peut pas y avoir d'amnistie vis-à-vis des Catalans, l'indépendantisme doit être combattu, l'amnistie est anticonstitutionnelle ». Et là, qu'est-ce que c'est ce qu'il disait, discours officiel des socialistes, discours officiel de Pedro Sánchez. Oui. Alors, ce qu'on a appris, et c'est, je dirais, presque plus grave, c'est qu'en fait, depuis le mois de mars, ils étaient en train de négocier cette affaire. Donc, ils ont fait campagne en mentant délibérément. Alors, ce qu'on croyait être un mensonge par omission est en train de devenir un mensonge par intention. C'est, je dirais, encore plus grave. Et puis donc, après le 23 juillet, la droite n'a pas eu la majorité nécessaire, alors que les sondages l'annonçaient, pour construire l'alternance. Et donc, Pedro Sánchez a agglutiné 8 groupes parlementaires pour avoir 179 voix qui lui permet de passer la majorité absolue. Et il a été investi jeudi dernier, il a été élu président du gouvernement espagnol par les Cortes. Donc il existe incontestablement une coalition parlementaire. Mais est-ce que ça va lui permettre de gouverner? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il est désormais dans une position absolument intenable, puisque ce sont les indépendantistes catalans qui le tiennent. Et, pour compliquer l'affaire... Et qui font, oui c'est ça, ils le tiennent, et ils font la décision. Ils font la décision, et pour compliquer l'affaire, il y a 2 groupes parlementaires indépendantistes catalans, l'un de gauche et l'autre de droite. Et ces 2 groupes parlementaires se partagent le même électorat, et donc se détestent plus que cordialement. Donc vous allez avoir une surenchère entre ces 2 groupes que l'on a déjà vu lors du débat d'investiture, et globalement, et pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Pedro Sánchez? On te tient par les... je ne dirais pas... Par les cojones, disons-le, en espagnol. On appuiera quand il faudra. C'est un petit peu la difficulté dans laquelle se trouve Pedro Sánchez aujourd'hui, et c'est ce qui suscite ce que vous avez rappelé, cette colère des Espagnols. Alors justement, parlons des Espagnols. Comment ils le ressentent? Parce qu'apparemment, il y a même beaucoup de monde dans les rues, là. Et depuis quelque temps, et ça continue. Ça continue. Vous avez eu, il y a 8 jours... 52 manifestations dans les capitales de province espagnoles. 52 manifestations. Qui, selon le Parti populaire, ont rassemblé près de 2 millions de personnes. Selon le gouvernement, 600 000. Et puis, dimanche dernier, il y a eu une grande manifestation à Madrid qui, selon le Parti populaire, a rassemblé entre 600 000 et 1 million de personnes. Selon le gouvernement, autour de 170 000. Ce qui est déjà un chiffre tout à fait considérable. Même, et donc, on voit que, les sondages le disent, les Espagnols sont choqués, sont contre l'amnistie. Majoritairement aussi chez les socialistes. Chez les socialistes, 50% des électeurs socialistes sont opposés à l'amnistie, contre 40% qui sont favorables. Surtout s'ils ont écouté leurs élus qui leur disaient pas question d'amnistier les indépendantistes catalans. Exactement. Et je dirais, là, comme citoyen et comme analyste, moi, ce qui me paraît extrêmement grave, ce n'est pas l'amnistie en tant que telle, parce qu'après tout, ça pourrait faire l'objet d'une politique, mais ce qui me paraît extrêmement grave, c'est la dévaluation, la dévalorisation de la parole publique. Quel crédit peut-on désormais faire à Pedro Sánchez? Alors là, il a dit aux indépendantistes catalans, il n'y aura pas de référendum. Mais quand vous avez dit pendant tout le temps, il n'y aura pas d'amnistie et qu'il y en a une, comment peut-on croire qu'il n'y aura pas de référendum d'autodétermination? Donc on ne sait pas. Donc en réalité, l'Espagne est en train d'entrer dans une zone de turbulence politique tout à fait considérable, où les institutions mêmes sont fragilisées. Or, ce qui faisait la force de la démocratie espagnole, c'était ces institutions, et aujourd'hui, elles sont fragilisées, pas par des événements extérieurs, mais par, j'allais dire, la corruption politique des responsables, à la fois des indépendantistes catalans, mais hélas aussi la volonté de rester au pouvoir de Pedro Sánchez. Oui, c'est très intéressant, parce que parallèlement, en tout cas en Amérique latine, qui parle espagnol comme chacun sait, enfin zone de l'ancien empire,
Eh bien, on vient d'avoir une élection hier soir, tout à fait intéressante. C'est Javier Milei, donc qui est élu président par 56% des voix, ce qui est quand même un beau score aujourd'hui. C'est un tremblement de terre politique, d'autant que la participation est obligatoire en Argentine, entre 18 et 70 ans. Participation obligatoire. Et donc on a une participation de 76%, ce qui est assez considérable. Alors vous avez tout à fait raison de rapprocher l'Argentine et l'Espagne, les liens historiques sont très forts, et il y a exactement un siècle, ne l'oublions pas, l'Argentine était la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Et voyons l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et l'inflation, etc. Les liens entre les Espagnols et les Argentins sont extrêmement forts. Et ce qui vient de se passer en Argentine est vraiment une rupture dans l'histoire électorale de l'Argentine. Alors on va voir sur quoi ça va déboucher. Bien sûr. Mais il est une clair véritable rupture. C'est une rupture. Parce que la première fois, alors on l'appelle populiste. Est-ce qu'il est vraiment populiste? On voit ses partis pris sur l'avortement, sur la gauche. Il dit la gauche dit mierda. On peut le dire parce que ce sont ses propres paroles. Il n'arrête pas. Le wokisme dit mierda, il le dit très ouvertement et à la radio. C'est-à-dire que, en fait, Javier Milei est invraisemblable. C'est une météorite qui est apparue dans le ciel politique argentin et qui a cassé tous les codes. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en réalité, 40 ans de péronisme démocratique, en dépit des quelques alternances qu'il y a eu, plus le péronisme de 1940 jusqu'aux années 70 ont très profondément abîmé un pays qui n'est plus que corruption et clientélisme. Donc Javier Milei, effectivement, pour nous Européens, surtout bien éduqués, on est extraordinairement choqués par la violence de ses propos. N'oublions pas qu'il se proclame aussi professeur de sexe tantrique. Donc quelqu'un qui se présente à la présidence sous cette forme-là, effectivement, c'est pas dans nos codes. Bon, mais alors il y a aussi des décisions à terme beaucoup. Non, mais il n'a pas été élu à cause du sexe tantrique. Et il n'a pas été élu pour ça. Alors mais pourquoi lui, il veut quoi? Parce que vous avez vu comment il déchirait un certain nombre. Il y a les affiches des ministres de telle la fonction publique, dehors. L'État, dehors. Et en fait, il a capitalisé un vote de colère. L'Argentine est dans une crise économique permanente depuis 25 ans, depuis un quart de siècle. Songez que la dette extérieure argentine est équivalente aux biens que les Argentins ont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une fuite fiscale parce que personne ne fait confiance à l'autorité, à l'État dans ce pays. Donc il a capitalisé une colère et je dirais, c'est effectivement, alors je ne sais pas si c'est populiste, mais c'est en fait un vote de colère. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il va aller vers la dollarisation de l'économie argentine et la suppression de la Banque centrale, qui sont les mesures phares, incontestablement. Il a annoncé d'ailleurs. Il l'a annoncé, et puis il a dit, il va falloir aller très vite. Mais précisons, il vient de gagner la présidentielle, mais aux élections législatives, il n'a obtenu qu'un groupe parlementaire qui ne représente que 15% du Parlement, et il n'a que 10% des sénateurs, donc il va devoir faire alliance avec la droite traditionnelle de l'ancien président Mauricio Macri. Et Mauricio Macri a dit, il va falloir y aller doucement, alors que Milei hier a dit, on va y aller dans le choc. Benoît Bellistrandi, ce qui est intéressant, que ce soit en Espagne, en Argentine ou ailleurs, et peut-être même en France ou ailleurs, et aux États-Unis, c'est qu'il y a aujourd'hui une colère des peuples. Il y a vraiment quelque chose, je ne dis pas de tout le peuple, on ne va pas généraliser, mais il y a une espèce de rejet d'une certaine manière de faire de la politique. Mais c'est inévitable. Et retournons au cas des Catalans. Vous avez des autorités gouvernementales qui ont détourné des fonds de manière illégale pour financer un référendum. Certains même se sont aussi enrichis personnellement. Ils sont amnistiés. Vous êtes un citoyen lambda, vous commettez un excès de vitesse, l'amende arrive, vous la payez. Donc, ce sentiment qu'il y a effectivement la loi pour les faibles et la loi pour les puissants... Les deux poids, deux mesures. C'est ça. Et ça tue les démocraties. Et en plus, je dirais, le fait de ne pas avoir de colonne vertébrale politique, idéologique, morale, ne peut que provoquer chez des gens qui travaillent et qui travaillent dur. Parce que la société espagnole est une société de gens... profondément honnête. Enfin, je veux dire, la masse des gens. Et de la même façon, en Argentine aussi, vous avez des familles, des pères de famille, des mères de famille qui travaillent pour, comme on dit en espagnol, sacar adelante, permettre la prospérité de leur famille. Et tout ça est brisé par le sentiment que, finalement, l'État, mal géré, vous pénalise.
ça ne peut que produire de la colère. C'est évident. D'ailleurs, même en France, c'est un peu ça, hein, en ce moment. Mais on le sent bien, on le sent bien, sûr, on le sent bien. Et donc, on verra ce que sera l'avenir, que ce soit pour l'Espagne, parce que ça va être très intéressant de suivre, effectivement, la colère. Est-ce que la colère va continuer, va perdurer? En Argentine, ça va être très intéressant aussi. Mais moi, je vous remercie une chose, Benoît Pellistrandi, au moins vous analysez. Et je voudrais juste ajouter, oui. Il se passe en Espagne quelque chose qui a été aussi grave que ce qui s'est passé en Hongrie. Mais comme c'est un gouvernement socialiste, on ne veut pas le voir de façon aussi nette. Orban, c'est facile à critiquer, mais en Espagne, l'état de droit est attaqué. Alors, là où je suis satisfait, c'est que Le Monde a publié un éditorial assez sévère et qu'on commence à se rendre compte, en effet, et je dirais c'est la maladie de nos démocraties, que de ne pas respecter les propres règles qu'elles se sont données. C'est sûr, c'est une maladie et une hypocrisie de la démocratie. Vous savez, c'est... l'hommage du vice à la vertu. Merci beaucoup Benoît Pellistrandi. Vous avez écrit une tribune avec Manuel Valls dans Le Monde à ce sujet. En tout cas, on fera appel à vous à chaque fois et ça me fera plaisir. Merci. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Encore l'Espagne. Vous avez reconnu Hernani, Victor Hugo, bon appétit aux mises intègres. Là, c'est pas Victor Hugo qu'on a, c'est Philippe Pasco, mais lui aussi, hein, il a écrit plusieurs livres et des best-sellers en disant bon appétit aux maires intègres, aux élus intègres. Et il en parle très très longuement. Et là, on va parler d'autre chose, Philippe Pasco, c'est l'annulation confirmée de l'agrément d'anticorps. Oui. Ça y est, ça a été dit, etc. Alors, je voudrais juste que vous rappeliez ce qu'est anticorps et qu'est-ce que c'est que un agrément. Alors, l'agrément, c'est un agrément qui est distribué par l'État qui permet à une association comme Anticorps de se porter partie civile dans des affaires où des gens ont mis les doigts dans la confiture et où quelque part les affaires se ralentissent, la justice traîne, les poursuites sont abandonnées. Anticorps, quand c'est factuel, quand c'est prouvé, quand c'est grave, pouvait se porter partie civile. C'est ainsi que l'affaire Benalla, l'affaire Colère, quelques affaires chez Monsieur Bolloré... Vous parlez du conseiller du président, Benalla, c'est ça? Oui, c'est ça, l'ex-conseiller au casque... Et Anticorps, c'est pour anticorruption, c'est bien ça? C'est anticorruption, corruption, confusion, etc. Tout ce qui fait que nos dirigeants ne respectent pas la loi qu'ils nous imposent. Alors pourquoi, à votre avis, puisque vous faites partie du conseil d'administration, Philippe Pasco, pourquoi la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé jeudi dernier l'annulation de l'agrément permettant à l'association d'intervenir, comme vous l'avez dit, etc. Donc la Cour est allée dans le sens du jugement, je rappelle, du tribunal administratif de Paris qui, en juin, avait annulé un arrêté signé en avril 2021 par Jean Castex, le Premier ministre de l'époque, renouvelant pour 3 ans l'agrément accordé à Anticorps. Donc mais ça devait aller jusqu'en 2024. Oui, mais c'est une affaire de fou. Je veux dire, dans cette affaire-là, Anticorps, on a vraiment l'impression qu'on est montré du doigt et qu'on veut vraiment nous faire taire. Je veux dire, dans le réquisitoire du TA d'appel, d'administratif d'appel, même le procureur a reconnu à 80% que nous avions raison. La première ministre, Madame Borne, a déclaré que Anticorps était dans les clous. Et malgré ça, le tribunal administratif d'appel confirme sur la forme, je précise bien, c'est sur la forme et non sur le fond, l'annulation de l'agrément qui provient d'une erreur administrative du service du Premier ministre. Oui, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Moi, je deviens fou. Je veux dire, il y a une association où nous sommes tous bénévoles, je le rappelle. Nous n'avons aucune subvention. Tout le monde est bénévole dans cette association. Nous vivons sur les dons et sur les adhésions. D'ailleurs, je rappelle, plus nous serons nombreux, plus quelque part nous pourrons porter la voix de... C'est quoi d'ailleurs le site? Portail@anticorps.org. Portail@anticorps.org. Je dis ça pour les auditeurs de Sud Radio. Vous pouvez adhérer, vous êtes sûr que votre argent servira bien et servira totalement. On a 160 dossiers en ce moment, 160 dossiers que nous avons portés au pénal pour s'occuper d'élus et d'autres. Mais alors justement, Philippe Pasco, là, le retrait de l'agrément, c'est-à-dire que dès à présent, vous ne pouvez plus ester en justice. C'est très compliqué maintenant, c'est
au bon vouloir du procureur. C'est au bon vouloir de... Avant, nous, on déposait une plainte avec partie civile, on pouvait pas la refuser. Maintenant, ils peuvent la refuser. Ah, maintenant, le procureur qui dit, vous n'avez pas l'agrément, je la refuse. Voilà, celui qui est, rappelez-vous, qui nomme les procureurs, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des affaires qui vont ralentir. Quand on annonce partout qu'on veut une politique exemplaire, qu'on veut que quelque part la politique en France soit exemplaire, je comprends pas que nos propres dirigeants n'aident pas une association comme Anticor à réavoir son agrément. Et il se pose aussi la question, est-ce que c'est normal qu'un agrément soit donné par l'État? Ça devrait être un organisme indépendant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tous les agréments sont donnés par l'État aujourd'hui. Tous les agréments dans ce genre d'affaires sont donnés par... Et il n'y a que 3 associations en France qui ont l'agrément pour pouvoir rester en justice, c'est Transparency International, Anticor et une autre association. Mais nous étions, nous, spécialisés sur les élus. Et apparemment, ça ne plaît pas à certains élus. Alors, vous vous rendez compte que c'est quand même une erreur du Premier ministre? Oui, en tout cas, ça pose une erreur de virgule. Et pour une erreur de virgule, on nous retire l'agrément. On va le revoir de toute manière. Vous inquiétez pas, les gens qui nous écoutent au gouvernement à l'heure actuelle et sur Sud Radio, grâce aux adhérents, nous allons revoir cet agrément. Alors, comment, on ralentit. Mais comment? Alors, pratiquement, techniquement, vous faites quoi aujourd'hui? Vous allez faire appel à Elisabeth Borne, au Premier ministre? Nous allons aller au Conseil d'État par rapport à cette décision d'appel qui est complètement inique et incompréhensible. Nous avons redéposé une demande d'agrément qui, elle aussi, est dans les clous. On ne comprend vraiment pas qu'on puisse nous refuser, dans quelques mois, d'avoir à nouveau cet agrément. Et nous avons, et je le dis, quelques cartes dans notre poche, parce que nous ne sommes pas des gens Anticor qui nous laissons faire, où de toute manière, même si on nous refuse encore l'agrément, nous avons les moyens de faire céder ces dirigeants qui veulent absolument pas qu'une association indépendante. Oui, c'est important. Association indépendante. C'est quand même le doigt sur des affaires qu'ils veulent laisser sous le tapis. Je rappelle quelques affaires dans lesquelles Anticor avait fait les procédures. L'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar. L'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Ou celle contre Éric Dupond-Moretti, qui est maintenant devant la Cour de justice. Oui, et qui a été obligé de se déporter, parce que figurez-vous que c'est lui qui devait nous donner l'agrément. Et du coup, il a donc été obligé de se déporter à Monsieur Castex, qui en avait entre nous pas grand-chose à faire, et qui a mis 8 mois à nous donner l'agrément. En plus, en faisant des erreurs de virgule. C'est une affaire complètement folle. Je dis aux gens, je dis au peuple qui nous écoute, et je sais que vous êtes nombreux à écouter André Berkoff, merci, adhérez. portail@anticor.org. Écoutez, la chose est entendue. Voilà, nous allons suivre ça avec vous, Philippe Pascour. Merci. Et nous allons gagner, vous inquiétez pas. Écoutez, je vous le souhaite. Merci, André. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Non, ce n'est pas Gainsbourg et Bardot. Vous savez, Bardot avait refusé à l'époque. C'est Gainsbourg et Jane Birkin, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde politique? Bon, on sait très bien, c'est pas nouveau, ça, ça date du 18e, 19e, vous savez, les rapports du sexe et de la politique. Franchement, et du sexe et du pouvoir, c'est vieux comme le monde. Alors, par exemple, mais quand même, il se passe des choses assez, où on interroge, vous savez, présomption d'innocence, on ne le dira jamais assez. Mais quand même, MeToo politique, la liste s'allonge. Regardez, le sénateur Joël Guerriot, il est soupçonné d'avoir drogué une députée. Il évoque une erreur de manipulation. Oui, je savais pas ce que je mettais dans le verre, comme ça, voilà, c'était pour mon chat, j'avais des problèmes avec mon chat. Et la plainte de la députée Sandrine Josso, s'est plainte d'avoir été, entre guillemets, droguée. Le sénateur donc de Loire-Atlantique a été mis en examen pour administration de substances afin de commettre un viol ou une agression sexuelle. Il a été suspendu de son parti et de son groupe parlementaire. Bien, il y en a eu d'autres. Mais justement, il y a eu sur le plateau de BFM TV Mathilde Viau. C'est vraiment le MeToo politique. Alors Mathilde Viau est cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles en politique. Vous voyez, maintenant on segmente, ce sont les violences sexuelles en politique. Eh bien écoutez, alors là elle s'est lâchée, Mathilde Viau, devant le journaliste qui n'en pouvait mais. Donc c'est sur BFM. Écoutez, c'est quand même un sacré inventaire. On en parle tout de suite.
Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances Je me permets visant... de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit non, mais c'est important, mais voilà, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires, voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simion, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui, a priori, sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est douloureux. Un bord politique, non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir, à témoigner. Ah là, c'est dur, hein. Oui, c'est dur. Exagère quand même. Mathilde Viau. Elle dit aux journalistes, je sais que c'est douloureux. Oui, enfin bon. Mais alors, dites-moi, Mathilde Viau, ce que vous avancez, vous êtes sûr de ce que vous avancez? C'est quand même intéressant, là. Parce que, d'un côté, on se dit, tiens, c'est drôle, hein, nos hommes politiques, ils en ont, hein. Ça, c'est le côté sexiste, réactionnaire. Mais, en même temps, quand même, ça fait beaucoup, hein. La liste s'allonge. Mais d'ailleurs, attendez, comment vous dites qu'Éric Dupond-Moretti a montré son sexe? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose au-delà. On a envie d'en ricaner, mais c'est quand même préoccupant. Je vais vous dire ce qui est préoccupant. C'est quand on utilise son statut, son pouvoir, pour obliger des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, que ce soit la promotion canapé, que ce soit un certain nombre d'avantages en disant oui, tu auras ça, mais pour ça, il faut que tu me fasses ceci ou cela. Cette espèce de trafic qui existe, qui est séculaire, voire même millénaire, c'est un peu normal qu'un certain nombre de gens, de femmes notamment, mais pas seulement, cherchent à dire basta così. Mais je dois dire que la liste est quand même impressionnante de tout. On se rappelle, hein, on ne cite pas ici Georges Trombe, enfin si on reprenait le passé, on mettrait 1 heure d'émission avec la liste de tous les gens, qui, que, quoi. Alors c'est très compliqué parce que où est le consentement, où s'arrête le consentement, où s'arrête pas le consentement. Et vous voyez, il y avait le MeToo de Weinstein, il y avait le MeToo dans le showbiz, il y avait le balance ton porc un peu partout. Eh bien, il y a le balance ton porc politique. Et il est parti pour ne pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça donne? Écoutez, la meilleure des choses, c'est que ça se passe toujours entre adultes consentants. Voilà l'idéal. Et voilà ce qu'il faut faire. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, évidemment, dans tous mes états, et vous aussi, hein, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a quelque chose de très intéressant. C'est ce qui se passe, comme d'habitude, non, mais les bouquinistes. Les bouquinistes, on va en parler un tout petit peu, les bouquinistes. Voilà. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, oui, il y a ceux, effectivement, il y a ceux qui se noient dans la Seine. Et la Seine... très belle chanson d'Yves Montand, composée par Francis Lemarque. Et vous savez, c'est l'écrivain Blaise Cendrars qui disait « Paris a ceci de particulier, qu'elle a un fleuve qui circule entre 2 rangées de livres. » Et les rangées de livres qui existent depuis des siècles, ce sont les bouquinistes. Ces bouquinistes que quiconque a passé par Paris à un moment donné, qu'il habite, que la Cochinchine ou la Drôme, est passé par ces quais où il y a ces livres anciens, ces livres nouveaux, ces moments, ces espèces de trésors de culture qui sont là. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, vous savez, on va avoir
Celui qui ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui vit sur la planète Mars depuis longtemps. On va avoir les Jeux Olympiques en 2024, juillet-août 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever, pendant 15 jours, certes 3 semaines, 1 mois, tous les bouquinistes. On va démonter les bouquinistes, enfin les boîtes des bouquinistes des quais de Paris. Il y en a 600, 600 boîtes, on va les démonter. Et pourquoi? Alors c'est intéressant parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que comprend pas, en quoi ils gênent les cérémonies d'ouverture, etc. Bien sûr, on va faire quelque chose de grandiose, mais en quoi ça gêne? Ah, ça gêne. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on peut mettre des bombes dans les boîtes des bouquinistes, des bombes. Comme s'il n'y avait pas d'autres endroits dans Paris, un peu partout, on peut mettre des bombes. C'est extraordinaire, on ne peut pas vérifier. Non. D'ailleurs, on va enlever que les bouquinistes, tout le reste va être là. Et effectivement, si terroriste il y a, ce que Dieu nous préserve, eh bien, ils auront absolument open bar pour placer leurs bombes où ils veulent, sauf les bouquinistes, parce que, vous voyez, c'est toujours pareil. Rappelez-vous quand même, auditeur résistant de Sud Radio, quand il y a eu effectivement les denrées de première nécessité, vous savez, pendant le Covid, pendant le confinement et après, qu'est-ce qui était barré? Oui, certes, on pouvait manger, mais les livres, les rayons des livres, les rayons des librairies, il y avait des gigantesques bâches. Pas question d'acheter des livres, non, des livres, c'est gentil, mais enfin, on s'en fiche un peu, hein. Bon, et ça, c'est quand même terrifiant, je veux dire, de voir qu'on est obligé, il y a eu hier une espèce de, justement, de répétition générale, où on a, avec des grues, enlevé 4 boîtes pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc c'est pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va retirer 600 boîtes et on va toucher 230 professionnels. Mais quelle importance, c'est rien, c'est un détail. Ce qui compte évidemment, c'est que Paris est tellement propre. D'ailleurs, il n'y a pas un rat. On peut circuler, tout va bien, les commerces fleurissent, etc. Eh bien voilà, je comprends que Madame Hidalgo ou la préfecture de Paris, d'ailleurs il n'y a pas que Madame Hidalgo là-dessus, tout à leur sécurité pour les uns et à leur Tahiti pour les autres, ait décidé de frapper évidemment ces pelés, ces galeux d'où nous vient tout le mal et tout le danger, les livres et ceux qui les vendent. Intéressant, non ? On verra, on suit. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et qu'on vous aime beaucoup, mais pardon, vous êtes un peu dépassé là. Franchement, vous êtes dépassé, faut le dire. Ce n'est plus petit Papa Noël. Faut se mettre à ces petites mamans Noël. Non, mais il est temps quand même de déplacer les choses et de ne plus accepter cette dictature patriarcale de ce barbu qui descend par la cheminée avec les cadeaux. Et pourquoi une femme ne pourrait pas descendre par la cheminée et amener des cadeaux à l'enfant? Eh ben voilà, à Nantes, Johanna Roland a compris qu'il fallait être multiculturel. Et oui, c'est important, puisqu'on est créatif, on est multiculturel, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la ville de Nantes? Eh bien, Mère Noël sera en jogging, les couleurs traditionnelles sont supprimées. Ah ouais, non, mais tout ça, le sapin blanc, tout ça, la neige, tout ça, il n'y a pas que ça. Enfin, non, à Nantes, Noël n'est plus Noël, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les nouvelles installations? C'est très intéressant. C'est que l'artiste Virginie Barret a opté pour une approche, je cite le communiqué, a opté pour une approche non conventionnelle en créant une sculpture représentant la Mère Noël portant un jogging et des chaussettes de Noël. Cette sculpture, agrémentée de guirlandes lumineuses, sera positionnée à hauteur dans le centre-ville. Et oui, comme dit Johanna Roland, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique. Oui, certes, vous allez me dire, mais Noël, ah oui, mais c'était Jésus, la naissance, l'âne et le bœuf. Oui, mais enfin, tout ça, c'est d'abord présenter un âne et un bœuf, c'est faire preuve d'un esprit cruel envers les animaux, parce que vous les laissez quand même mariner pendant une nuit entière, ce qui est absolument dégueulasse. Le petit... Enfin, c'est dégueulasse. C'est l'hiver. Regardez-le. Il est même pas couvert dans sa crèche. C'est immonde. Non, mais c'est fini, tout ça. On peut pas. Et puis, enfin. Alors, je vais vous dire, les rois mages. Racisme. Pourquoi, hein? Ce sont des racisés. Ce sont des colonisés. Non. C'est fini, tout ça. Non. Il faut faire des temps musicaux. Il y aura le voyage en hiver avec la chorale des Y-Birds. Il y aura 1 ou 2 morceaux liés à Noël. Le reste sera, alors, je l'adore. C'est pour ça qu'on sera tous à Nantes. Ce sera Feel Good and Pop.
C'est pas beau, ça. D'ailleurs, les deux mamelles de la modernité, aujourd'hui, c'est feel good and pop. On sera vraiment très heureux. Voilà, Johanna Roland, voilà, alors... Certains esprits grincheux du conseil municipal de Nantes ont dit, mais quand même, enfin, la fête de Noël, mais pourquoi avoir besoin de la changer? C'est une fête millénaire, etc. Eh bien, il dira ceci, elle dit ceci, Nantes aime Noël et la fête magnifiquement. Je veux dire, qui aime bien châtie bien. Loin du petit orchestre des étroits d'esprit qui cherchent à diviser, le voyage à Nantes d'hiver, c'est une approche artistique et musicale, en plus des animations traditionnelles pour conseiller. Eh bien, maintenant, nous allons recevoir un étroit d'esprit, visiblement réactionnaire et très conservateur, Monsieur Mathieu Bock-Côté, qui lui aussi, alors, verse vraiment, je comprends pas, j'ai lu son livre, il dit le totalitarisme sans le goulag. Mais est-ce que vous ne seriez pas la représentation du goulag, Monsieur Bock-Côté? On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. C'est pas mieux. Ça tombe bien. Ah bah 13h53 sur Sud Radio, l'heure du face-à-face avec André Berkov, vous le disiez, Mathieu Bock-Côté, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et surtout auteur de ce nouveau livre, Le totalitarisme sans le goulag, c'est aux éditions Presse de la Cité. Bonjour à vous Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Alors, Mathieu Bock-Côté, vous avez écouté le dernier épisode sur Nantes, qui succède à, et vous savez, des centaines, voire des milliers d'autres épisodes, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ici. C'est quoi? En fait, c'est devenu presque... C'est entré dans les mœurs? Alors, certainement pas dans les mœurs, parce qu'on cherche à imposer ça de force au peuple qui résiste comme ils le peuvent, et autant qu'ils le peuvent, à cette entreprise de rééducation idéologique. En fait, moi, je pense que ça s'est passé en deux temps. Dans les années 90 et 2000, et c'était l'époque de la guerre contre Noël. C'est une formule qui revenait souvent aux États-Unis. Et on disait, il faut abolir Noël, en finir. Pourquoi accorder ce privilège à une fête qui relève du calendrier chrétien? Nos sociétés sont multiculturelles, multiconfessionnelles. Il faut déchristianiser le calendrier. Et c'est une bataille qui va durer une guerre pendant une vingtaine d'années. C'est les années 90, ça. Début des années 90, ça commence à prendre déjà. Et là, il y a un moment de bascule depuis quelques années qui me semble important. C'est plutôt que d'abolir, parce qu'on se rend bien compte que l'abolition ne fonctionne pas, on est dans une logique de conquête civilisationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'empare d'un symbole et on en change le sens. Donc, à défaut de l'abolir, Noël, on va changer le sens de Noël, et là, ça devient le Noël diversitaire, multiculturel, non-genré, non-binaire, et ainsi de suite, où il faut on confisque la forme, mais on change le contenu. De la même manière, vous noterez que ça touche tous les domaines de la vie publique, des symboles relevant de la culture populaire. James Bond. À défaut d'abolir James Bond, on se dit c'est plus possible, eh ben on va prendre James Bond et on va en changer le contenu. Donc ça va devenir un homme qui n'aime plus séduire, un homme qui est méfiant envers la violence, probablement un homme qui après-demain va conduire une Lada. Donc imaginez, donc il y a et finalement plus un homme, soit dit en passant, peut-être un Yel, on verra bien encore une fois. Ou encore l'histoire de France. On voulait abolir la chronologie, abolir l'histoire, abolir la mémoire. Ça ne fonctionne pas. Mais on va changer finalement le contenu de cette histoire. C'est l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron il y a quelques années. Donc moi j'assimile ça à l'échelle de l'histoire. Vous savez, une civilisation qui ça en remplace une autre, qu'est-ce que ça donne? C'était le remplacement en d'autres temps des églises par des mosquées, mais aujourd'hui, la conquête woke, appelons ça comme ça, s'empare des symboles de la civilisation occidentale et décide de les falsifier et de les inverser. Et alors, cette falsification et cette inversion, c'est vrai, et puis ça fait déjà quelques décennies que ça fonctionne. On va en parler tout de suite après les informations, et on va prendre le temps d'en parler jusqu'à 14h, parce que, en fait, on va savoir si c'est une guerre gagnée, perdue, où on en est exactement. On va en parler avec Mathieu Bock-Côté. Avec Mathieu Bock-Côté et avec vous au 0826 300 300, on prend vos appels et toutes vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov, vous et surtout Mathieu Bock-Côté aujourd'hui qui est avec nous pour son nouveau livre Le totalitarisme sans le goulag, c'est aux éditions Presse de la Cité.
Et heureusement, il n'y a jamais eu de goulag sans totalitarisme, donc effectivement, la proposition inverse ne se pose pas. Mathieu Bocoté, vous avez créé un livre, effectivement, vous faites bien et brillamment l'inventaire de ce qui se passe. Alors, toute une partie, on la connaît déjà, bien sûr, c'est-à-dire que, heureusement, justement, par rapport à votre couverture, heureusement, tous n'ont pas les lèvres cousues et ne s'empêchent pas de parler. Et on est un certain nombre et qui effectivement essayons de dire des choses. Mais alors justement, il y a des choses très intéressantes dans votre livre et je voudrais qu'on parle un peu et qu'on donne des exemples sur effectivement les antifascistes, mais les vrais, pas les ersatz et les sous-vides, notamment Dolores Ibarruri en Espagne, disait no pasarán, ils ne passeront pas, le fascisme ne passera pas. Et vous dites, et c'est intéressant parce que les nouveaux, non pas fascistes, mais enfin les nouveaux totalitaires, on pourrait dire, le réel ne passera pas. Ça veut dire quoi, ce réel qui ne veut pas, qu'il refuse de voir, qu'il surtout empêche de passer? Alors, vous faites référence au 2e chapitre, l'institutionnalisation du mensonge, no pasarán, le réel ne passera pas. Et en effet, c'est qu'on a aujourd'hui une idéologie dominante très forte, qui est portée par les médias publics, par l'université, par le milieu de la publicité, souvent c'est par une bonne partie du capitalisme aussi. Donc on a une idéologie dominante qui est celle de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, qui dit globalement il faut déconstruire l'ensemble des systèmes normatifs qu'on connaissait traditionnellement. La famille, la nation, l'État, l'école, la culture générale, la dualité sexuelle homme-femme. On doit déconstruire tout ça pour qu'émerge un paradis nouveau, une société nouvelle, la société diversitaire, qui sacralise tout à fois les revendications dites minoritaires, qui est un hyper-individualisme, mais un mauvais individualisme. Pas un individualisme de la responsabilité, mais un individualisme du caprice, qui croit possible par ailleurs de soumettre ces sociétés à une immigration massive, comme si le fait de... Il n'y avait pas de choc de culture ou de choc des civilisations. Une société... Donc, on a cette espèce de paradis qui nous est proposé. Or, la réalité des faits, c'est que l'idéal diversitaire est chaque jour démenti par le réel. Il est démenti... Montée de l'insécurité comme jamais, insécurité culturelle des peuples occidentaux qui se sentent de plus en plus étrangers chez eux, réduction de la liberté d'expression parce que le désaccord intellectuel est présenté comme toujours un propos haineux. Oui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il ne faut pas que vous parliez. Exactement, non, et on ne va pas discuter avec vous, on va chercher à vous infréquentabiliser. Alors devant cela, quel est ce no pasarán nouveau? C'est que lorsque le réel cogne à la porte, lorsque le réel fracasse l'idéologie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le système médiatique dominant, et pas seulement médiatique, cherche à faire en sorte que ce réel ne passe pas, ne soit pas aperçu, ne soit pas visible pour l'ensemble de la population. Il y a différentes manières de le faire. Soit on passe sous silence des faits qui pourraient troubler d'une manière ou de l'autre le grand récit de la diversité heureuse. Donc sur l'immigration massive, on va nous dire tout à la fois que l'immigration massive n'a pas eu lieu, c'est une illusion, c'est un fantasme, et on va nous dire tout à la fois qu'elle est nécessaire, inévitable et formidable. Pour ce qui est de l'insécurité, ça je pense que c'est un élément central. Plutôt que de reconnaître qu'il y a une question d'insécurité majeure, une fragilisation des conditions de l'existence en société, on va réduire l'insécurité en milliers de faits divers en expliquant qu'aucun d'entre eux n'a de signification sociologique ou politique profonde. Celui qu'il y a eu dans la Drôme hier, par exemple. C'est présenté d'ailleurs, vous noterez, l'événement dans la Drôme hier, c'est présenté à la fois comme un fait divers et comme une rixe. Donc c'est présenté comme le résultat d'une bataille entre deux bandes. Oui, c'est un fait divers. Alors que dans les faits, c'est une bande, une vraie, de jeunes, entre guillemets, qui va agresser. Et ceux qui se défendent sont présentés finalement comme la bande rivale. C'est quand même particulier. Donc, qu'est-ce que c'est le fameux fait divers dont on parle souvent? C'est qu'auparavant, on disait il y a un sentiment d'insécurité. On disait rien de tout cela n'était vrai, tout cela était illusoire. Dupond-Moretti. Mais évidemment, en fait, ce discours revient, est encore très récent. Mais puisqu'on ne peut plus se contenter de dire que les gens sont fous, paranoïaques, puisqu'on ne peut plus se contenter de dire que tout ça est dans leur tête, parce que les agressions ont vraiment lieu, la notion de fait divers permet de nommer les événements tout en les évacuant, de les mentionner tout en disant qu'il n'y a pas de réflexion politique à avoir sur ça. Et je donne un exemple dans le livre parmi d'autres, l'affaire Lola. Rappelez-vous l'affaire Lola, qui est probablement une des affaires les plus bouleversantes qu'on a pu connaître en France depuis... La petite de 12 ans qui a été massacrée, violée par... C'était atroce. Terrifiant. Par une dame, une Algérienne, je crois, qui était en OQTF, en situation irrégulière. Alors, qu'est-ce qu'on entend très rapidement? Le fait qu'elle soit en situation d'OQTF n'a aucune portée, ne devrait pas peser dans le débat. Et ceux qui disaient, le fait est que si elle est en OQTF, ça veut dire qu'elle ne devrait pas être là. C'est une donnée qui n'était pas négligeable. Ils étaient accusés de faire de la récupération. Ils étaient accusés de faire du populisme. Et le fait et là, il y a eu tout un documentaire, je m'en souviens, sur la 5, pour expliquer que ceux qui voyaient là-dedans une portée politique, une portée sociologique, une portée, autrement dit, voyaient autre chose que dans le fait divers, c'était des récupérateurs méchants.
De ce point de vue, j'aime dire le pas de récupération et le nouveau pas d'amalgame. Hein? Autrement dit, ne pensez pas quand vous avez un événement devant vous, ne réfléchissez pas, contentez-vous d'y voir un fait divers. Donc voilà ce que j'appelle le punno passaran, c'est que le réel ne doit pas être mentionné publiquement parce que le réel viendrait troubler le récit de la diversité heureuse. Mais alors justement, ça pose le problème, c'est un peu, vous l'avez en non dit dans votre livre, mais enfin peut-être pas exprimé, mais ça m'intéresse d'avoir votre idée. Vous avez dit à un moment donné, il y a toutes les forces, le capitalisme aussi, tout ça, et il y a quand même quelque chose qui se passe entre la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. Je dirais ça veut dire quoi? Je m'explique. Je veux dire par là que moi, ce qui me frappe, c'est par exemple des grandes figures de la diversité, les Traoré et compagnie, sponsorisées par des grandes fabricants de chaussures, de mode, oui, etc. Vous voyez. Est-ce que, alors, quand vous dites ils veulent supprimer justement la nation, etc., est-ce qu'il y a un dessein de la tapisserie ou c'est vraiment on veut refabriquer l'homme nouveau comme a vu lire Pol Pot, mais sans la violence qui a été l'apanage de Pol Pot, de Staline, de Hitler, de Mussolini? Alors vous savez, moi je crois que les systèmes d'explication qui misent sur je ne sais quelle conspiration et tout ça sont normalement faux pour une raison simple, c'est que la bête humaine n'est pas capable normalement d'être capable de planifier une semaine. Donc imaginez être capable de réussir un plan de domination mondiale structurée. Moi je laisse de côté ce type d'hypothèse, mais ce que je trouve important, c'est de voir l'idéologie qui commande l'action des uns des autres. Or, quelle est cette idéologie? On nous dit aujourd'hui, globalement, les peuples occidentaux sont de trop. Ils sont de trop parce qu'ils sont finalement des obstacles sur la construction de cette société mondialisée. Y compris des occidentaux disent ça. C'est important. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un discours occidental. C'est le discours des élites occidentales, transnationales, qui est probablement incarné aujourd'hui par Mme von der Leyen de manière caricaturale. En fait, vous savez, il y a des figures. Mme Clinton, Sadiq Khan à Londres, Mme von der Leyen, Justin Trudeau. Ils représentent cette nouvelle caste transnationale, mondialisée à tout le moins, qui juge que la volonté qu'ont les peuples occidentaux globalement de conserver leur identité, c'est un résidu de psychologie réactionnaire. Oui. Donc leur idéal, c'est une société transnationale, sans frontières, une société délivrée de ses peuples, et dès lors, les métropoles. Les métropoles sont vues comme le laboratoire où construire ce monde nouveau. Donc là, la diversité, entre guillemets, quel que soit son visage, est célébrée parce que dans nos métropoles, elle peut devenir majoritaire quelquefois. Donc là, c'est le lieu, et ce week-end, je crois, où il y a quelques jours, la commissaire intérieure de la Commission européenne, une Suédoise dont le nom m'échappe au moment où je crois Gustafsson, mais j'espère ne pas me tromper en le disant, expliquait l'immigration massive est nécessaire pour assurer la survie de l'Europe. Et s'il n'y a pas cette immigration massive, l'Europe va s'assécher, va vieillir, va finalement perdre sa vitalité. Donc, il y a une forme d'idéologie dominante qui veut en finir avec le rapport intime entre un peuple, son territoire, son État, son pays, qui considère que les cultures historiques de nos peuples, les identités, sont généralement des freins au progrès et qui est habité par le fantasme de l'homme nouveau. L'homme nouveau, notamment aujourd'hui, c'est cette idée d'un homme à ce point déraciné, à ce point délivré de ses appartenances qu'il se pourrait ensuite gober tous les discours et peut-être toutes les marchandises. Et on le voit, du wokisme à la diversité, c'est du passé faisons table rase. Oui, mais en fait, c'est assez particulier. Il faut à la fois sacrifier la continuité historique. D'ailleurs, je cite un grand démographe français d'aujourd'hui, à tout le moins c'est ainsi qu'il se présente, qui explique que jamais les Français n'ont eu droit à la continuité historique. Et c'est de cette manière-là qu'on explique aujourd'hui que l'immigration massive n'est pas un problème. Vous craignez de devenir étranger chez vous, vous craignez de perdre votre culture, mais en fait, vous n'avez jamais été majoritaire chez vous. Et vous n'avez jamais eu de culture. Rappelez-vous un certain président. Absolument. Donc, si vous n'avez pas de culture, et si vous n'existez pas comme peuple, et si vous n'êtes en fait qu'une espèce de flux insaisissable sans culture ni identité, pourquoi avez-vous peur de disparaître? Cette peur de disparaître n'est alors, de ce point de vue, qu'une forme de racisme, de xénophobie, alimentée par des fomenteurs de haine. Et là, on tombe une autre chose qui est assez intéressante dans tout ça. Rappelez-vous, au temps du communisme, comment expliquait-on l'échec du communisme lorsqu'on cherchait à l'implanter? On disait qu'il y avait des saboteurs. Il y a des saboteurs qui empêchaient la réalisation de la société idéale. De ce paradis sur Terre. Exactement. Et si c'était pas d'eux, eh bien, on pourrait aller beaucoup plus loin dans une société parfaitement réconciliée. Quel est le nouveau visage du saboteur dans le discours médiatique dominant? C'est ce qu'on appelle les propagateurs de haine et les polémistes haineux. Probablement, on est tous les deux dans cette catégorie du point de vue du discours médiatique. Et qu'est-ce qu'on nomme polémiste haineux? C'est simplement celui qui nomme la réalité des choses en disant ça ne va pas aussi bien que vous l'affirmez, ça ne va pas aussi bien qu'on le dit et qu'on le répète. Alors qu'est-ce qu'on doit faire devant un discours qui trouble? Soit dit en passant, il suffit en fait d'une seule voix pour que le système se dérègle, parce que le régime diversitaire, comme je l'appelle, est convaincu d'une chose, en fait il est conscient d'une chose, il ne tient que par la peur qu'il inspire à la population, la peur de perdre son emploi, la peur d'être chassé de la vie sociale, la peur d'être poursuivi. La peur de mourir, le Covid, oui, etc. Oui, mais ça on peut y revenir aussi, parce que c'est pas sans lien. Et la peur devient
l'instrument principal pour assurer une population qui est en état auprès de soumission permanente. On en parle tout de suite après cette petite pause. Non, pas du tout. Au contraire, c'est très passionnant. Mathieu Bocoté, voilà, une petite pause et nous repartons. Et on prendra vos appels au 0826 300 300. À tout de suite avec Mathieu Bocoté. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mathieu Bocoté aussi, le totalitarisme sans le goulag chez La Cité, aux éditions de La Cité. Effectivement, Mathieu Bocoté, mais parlons-en un peu, et on en parlait hors antenne, et nous avons tous été au départ un peu sidérés, il faut le dire, mais je voudrais revenir à cette extraordinaire expérience de la gestion. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien à dire, hein, il ne s'agit pas de rentrer dans vax, anti-vax, etc. Mais ce management par la peur, c'est de se gouverner par le chaos, où on nous a dit, si vous ne faites pas ça et ça et ça, vous êtes mort, sans parler des suspensions. Oui, alors c'est l'expérience de la COVID, une expérience particulière. Parce que moi, comme d'autres, en fait, j'ai fait mon autocritique, comme on disait chez les maoïstes autrefois, ou mon mea culpa. Les 6 premiers mois, la première année, je dirais les 6 mois, 1 an, comme tout le monde, je dis, bon, si la peste est de retour, on reste chez soi. Et on suit les consignes données. Et là, plus le temps passait, plus on se disait que, manifestement, nos gouvernements ont probablement fait ce qu'ils pouvaient au début, mais ils ont basculé rapidement, ils ont goûté le plaisir qu'ils avaient, manifestement, à pouvoir encadrer et contrôler de manière maximale les rapports sociaux. Et on est passé en temps réel et avec un consentement fascinant de la population d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et moi, il y a un moment qui m'a marqué dans tout ça. Ouais. Puis comme je dis, j'étais de ceux qui voulaient croire que, globalement, ils étaient de bonne foi, ils savaient pas quoi faire, et puis s'inspirer de la Chine, c'est rarement un bon modèle en matière de liberté. Et je me souviens, c'était vrai chez nous au Québec, comme c'était vrai, je crois, aussi en France, il y a eu un moment où il y a eu l'appel à la délation. Et ça, pour moi, c'est probablement le trait le plus terrible révélé par la crise de la COVID. C'est lorsqu'on disait, surveillez-vous les uns les autres. Si vous croyez que votre voisin fait une fête sans en avoir le droit, dénoncez-le. Or ça, pour moi, l'appel à la délation, l'institutionnalisation de la délation comme exemple du comportement civique exemplaire, ça, pour moi, c'est assez révélateur. Et je crois que ce que nous devons retenir de la COVID, 2 ans, bon, on veut plus... 3 ans plus tard, on veut plus y penser. Hein. Moi, ça me frappe. C'est comme si c'était une parenthèse, c'est terminé. Ce qu'on doit retenir, c'est à quel point nos sociétés sont beaucoup plus dociles qu'on ne le pensait. Fragiles et dociles. Oui, absolument. Ouais, et il y a une fragilité psychologique, mentale, et une docilité. Et de ce point de vue, il y a un livre assez intéressant qui est paru il y a quelques semaines de Marie-Estelle Dupont, Être parent en temps de crise, où il y a un chapitre consacré à ce que la crise de la COVID a révélé de l'état psychique de nos sociétés et de quelle manière cette crise l'a transformé. Je trouve que c'est une vraie réflexion psychologique et politique sur la COVID. Et de ce point de vue, on n'a pas fini de réfléchir, je crois, sur cette expérience que nous avons traversée et sur ce que ça annonce d'une manière ou de l'autre. Et j'insiste, hein, je dis ça sans prêter quelques logiques conspirationnistes à qui que ce soit. Je pense que nos gouvernants, simplement, ont révélé qu'ils avaient des schèmes mentaux qui les commandaient sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et je le redis, s'inspirer d'un modèle de contrôle social et de crédit social à la chinoise, ça ne devrait jamais, me semble-t-il, inspirer les sociétés occidentales soucieuses de liberté. Vous savez, il n'y a pas que Saint-Antoine qui résiste ou pas à la tentation. Et la tentation, effectivement, de contrôle, la tentation du pouvoir est toujours de... Ah oui, puis ça va au-delà de la COVID aujourd'hui. Je l'évoquais juste un peu avant la pause. La question du contrôle du discours. Moi, ça me fascine aujourd'hui. Ce qu'on nomme discours haineux. Alors, la haine, vous, moi, on est tous contre la haine. La haine, c'est pas bien. Bon. Le problème, c'est quand on voit la définition de la haine qui est proposée. Et la haine, aujourd'hui, quand on regarde soit la définition des grandes plateformes, mais aussi des gouvernements qui font des lois contre des propos haineux, globalement, si vous n'êtes pas enthousiaste devant, justement, l'idéal diversitaire, si vous contestez certaines revendications minoritaires, vous êtes dans le discours haineux. Et le discours haineux typique aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui vient du Québec, mais qui est intéressant, parce que ça a traversé l'Atlantique. C'est déjà en Europe aussi, en France. Il y a eu, ces derniers mois, une volonté de la mouvance des drag queens. Vous savez, des hommes qui se déguisent en femmes hypersexualisées, d'aller lire des contes dans les bibliothèques scolaires pour les enfants. Et ça s'est passé en France aussi, tout à fait. Et là, donc, des parents, avec raison, disent, un instant, c'est quoi ça? Pourriez-vous ficher la paix aux enfants? Dire, soyez drag queen comme vous le voulez, c'est de la culture de la nuit, c'est la culture de l'exubérance, très bien. Mais est-ce qu'on pourrait ficher la paix aux enfants là-dedans?
Et réaction de plusieurs chroniqueurs chez nous, mais aussi chez vous en ce moment, eh bien, voici le nouveau visage de l'extrême droite et de la haine, qui est le refus de la diversité. Donc, refuser la présence de drag queen à l'heure du conte dans les écoles pour les enfants, c'était le nouveau visage de l'extrême droite. Si ça ne nous confirme pas à quel point le concept d'extrême droite sert aujourd'hui simplement à stigmatiser tous ceux qui n'embrassent pas chaque nouvelle étape du pseudo-progrès, eh ben, on comprendra jamais rien. Le nouveau cache-sexe du totalitarisme. Ah ben oui, c'est vraiment ça. Ben moi, je le dis de manière un peu provocatrice, mais je crois que c'est vrai surtout. On a l'habitude de dire l'extrême droite, c'est le principal danger. Bon, moi, je fais tout un chapitre pour dire je n'ai pas trouvé de définition convaincante de l'extrême droite. Je n'en vois pas. Pour moi, c'est un concept qui sert non pas à décrire, mais à décrier. Mais ce que je constate, c'est qu'au nom de la lutte contre l'extrême droite, alors ça, on se permet de suspendre des libertés, on se permet d'interdire des discours, on se permet d'interdire des colloques, on se permet d'interdire des rassemblements. Donc, au nom de la lutte contre l'extrême droite, donc théoriquement, au nom de la lutte pour la liberté, aujourd'hui, on multiplie les interdictions. Et ça nous ramène à la question de ce que j'appelle l'extrême centre, c'est-à-dire aujourd'hui, il s'agit dans l'esprit d'une bonne partie des élites occidentales de défendre la démocratie contre le peuple. Donc nos élites se barricadent dans les institutions, ils disent la démocratie c'est nous et le peuple est dangereux. Et vous savez qu'il y a un certain Saint-Just qui avait dit ça en 1789, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et mais de ce point de vue, la matrice, vous savez, la matrice de 93, en 1793, demeure pour moi nécessaire pour penser les sociétés occidentales. La tentation de la terreur, qu'elle vienne ou non avec la violence, elle habite encore. Qu'est-ce que c'est la terreur? Si vous êtes « je suis le bien », vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes donc le mal. Si vous êtes le mal, vous allez corrompre les âmes, vous allez tirer la société vers le bas, vous allez faire du mal à l'être humain. Dès lors, je suis en droit de vous censurer, de vous éliminer civiquement. Et au moment de la terreur, on se contentait pas d'éliminer civiquement. Oui, on se contentait de pas censurer. On va vous donner tous les moyens et des moyens définitifs que vous ne nuisiez pas à la société. Exactement. Et ça, je crois qu'il faut penser nos sociétés à travers cette tentation de la terreur qui revient. Alors, on s'entend. Je le dis, c'est une terreur sans engoulag. Il faut vraiment insister. Mais les schèmes mentaux qui les conduisent à ça, j'ai cité un livre tantôt, permettez-moi d'en citer un deuxième. Jean Sevilla, au début des années 2000 de mémoire, publie un livre remarquable, Le terrorisme intellectuel. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on dit, on a de l'espace pour le dire. Au moment où il publie ce livre, il n'y a pas d'espace pour dire ça. Au moment où il publie Le terrorisme intellectuel, il n'y a pas de possibilité de dire ça sans risquer l'extrême droitisation, sans risquer la criminalisation mentale. Eh bien, dans ce livre, qui est un livre qui, à mon avis, a vu beaucoup de choses avant. Qui date de quand? Qui date de... Je vous dirais que je pense que ça date de 2000. Donc, le terrorisme intellectuel, Jean Sevilla, il a vu des choses, et si, puis ça, je le dis dans mon avant-dernier chapitre et le dernier chapitre, si tous ceux qu'on a diabolisés depuis 30 ou 40 ans, on les avait écoutés même minimalement, bien des problèmes que nous avons comme société aujourd'hui ne seraient pas là. Pensez au traitement réservé, par exemple, je donne cet exemple, à un écrivain comme Jean Raspail, qu'on a présenté à cause du camp des saints comme un homme d'extrême droite, raciste. Renaud Camus. Et on aime ou n'aime pas Renaud Camus, mais enfin, on l'a ostracisé à mort. Et regardez dans d'autres sociétés, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, eh bien, la tentation de canceller, comme on dit, de l'espace public. Donc, si vous dites quelque chose qui déplaît, eh bien, on ne va pas vous répondre. Vous savez, l'argument, cette vieille technique libérale qui consistait à avoir un désaccord civilisé, mais ce qu'on fait dans ce contexte-là, on décide de chercher à canceller, c'est le mot. Et ça, c'est la dynamique, en fait, c'est une dynamique proprement totalitaire. La phrase, en tout cas, qui est à exclure absolument, qu'on entendait très souvent, nous sommes tombés d'accord sur nos désaccords. Ah oui, agree to disagree. Ça va plus, là. Et Pierre Chaunu a cette formule, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, l'art de la démocratie consiste à savoir se diviser en paix. Or, ça, on l'a perdu. Parce que si on a, j'y reviens, c'est quoi le totalitarisme? C'est la prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, et du beau, et de vouloir confisquer l'espace public, considérer que ceux qui ne sont pas avec nous sont des retardataires de l'humanité, des résidus, le bois mort de l'humanité dont on doit se passer, et confisquer pour soi la cité, et à la manière d'une caste religieuse, garder la cité, et dire les autres, soumettez-vous, ou disparaissez, ou convertissez-vous. Et bien, dans le monde occidental d'aujourd'hui, au nom, je le dis, de la diversité, la théorie du genre, le multiculturalisme, le néo-féminisme, ce discours est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Mathieu Bocquet, c'est intéressant, mais même ces braves gens du totalitarisme mou, je dirais, en tout cas soft, mais de moins en moins mou, moi je trouve. Mais de moins en moins mou. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à l'époque de l'Union soviétique, si vous étiez, vous, Mathieu Bocoté, vous seriez une hyène dactylographe, vous serez un hitléro-trotskiste. Non, mais au moins. Mais on a conservé la même structure d'insulte. Hein. Vous le noterez, et ça, c'est une autre chose. Parce que moi, je crois qu'il faut penser nos sociétés, en partie, à la lumière de ce qu'a
qu'a été l'URSS. C'est-à-dire, j'aime dire de manière un peu méchante que nos sociétés poursuivent l'histoire de l'Union soviétique sans le savoir. Par d'autres moyens. Par d'autres moyens. Exactement. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En URSS, quand vous étiez contre la révolution, vous étiez un contre-révolutionnaire. Vous n'étiez pas un dissident politique, vous étiez un cas psychiatrique. La contre-révolution, par rapport au communisme, était vu comme un problème psychiatrique. Aujourd'hui, si vous êtes en désaccord avec la théorie du genre, vous êtes transphobe. Si vous êtes contre l'immigration massive, vous êtes xénophobe. Et là, faites la liste des phobies inventées. Si vous êtes critique de l'Union européenne, vous êtes europhobe. Eh si vous êtes phobe, vous êtes chassé du domaine de l'espace public. Vous avez un problème de santé mentale. Comme quoi, le progressisme aujourd'hui réclame non seulement le monopole du vrai, du juste et du bien, mais même de la santé mentale. Et vous êtes dans la cage aux phobes, comme disait Philippe Muret. Absolument, qui est un écrivain tout à fait remarquable. On se retrouve juste après une petite pause avec Mathieu Bocoté. À tout de suite. Et vous, auditeurs du Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons avec Mathieu Bocoté, le totalitarisme sans le goulag. Et on peut se demander aujourd'hui, effectivement, il y a eu la période des grands massacreurs, il faut le dire, de Staline à Hitler, en passant par Mussolini, Pol Pot et autres, à d'autres d'ailleurs massacres connus. Moi, je suis très frappé, je ne sais pas, je vous frappe que, alors certains, effectivement, au Proche-Orient, on voit ce qui se passe, c'est totalement dramatique, et là, on en parle beaucoup. Mais vous remarquez, Mathieu Bocoté, juste comme ça en passant, qu'en Arabie Saoudite a massacré 400 000 Yéménites, il n'y a pas eu grand-chose, et je ne parle pas de ce qui s'est passé en Irak, je ne parle pas de ce qui se passe entre le Pakistan et l'Afghanistan aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui se passe en Afrique du Nord, enfin bon, là aussi, il y a les deux poids, deux mesures et la géométrie variable. Dans le cas les cas que vous évoquez, c'est que le massacreur n'avait pas le visage qui inspire l'indignation, entre guillemets. C'est ce les morts, chaque mort est tragique. Chaque mort est tragique. Mais permettez-moi de revenir. Je fais le lien avec ce qui se passe en France. Rappelez-vous l'affaire Mera. Moi, ça m'avait bouleversé en 2012. Donc, il y a l'affaire Mera, un massacre atroce. Or, qu'est-ce que plusieurs journalistes disent sur les réseaux sociaux? La politesse m'interdit de les nommer. Eh bien, mais ces gens-là se confessaient sur Twitter. Donc, manifestement, c'est public. Et ils disaient, j'espère que le tueur est d'extrême droite, sinon je serais vraiment déçu. Et puisque le tueur n'était pas un type d'extrême droite tel qu'il se l'imaginait, mais finalement, ça devenait une information non pertinente. Le tueur n'était pas le bon. Si le tueur avait eu le profil souhaité, eh bien là, ça aurait été un événement national. Puisque ce ne l'était pas, il s'agissait de relativiser. Et je me rappelle d'un intellectuel qui appartient à cette mouvance islamo-gauchiste qui avait dit Mera, n'est-ce pas la protestation dramatique et cruelle par rapport à une société qui l'avait exclu? Donc, finalement, selon l'identité du tueur, dans ce cas-là, eh bien, on allait être clément ou sévère. Ce sont les semeurs des haines et les fabricants d'excuses. Qui sont finalement... Absolument. Non, mais vous voyez, mais je le disais plus tôt, c'est intéressant de voir quand notre société aujourd'hui, manifestement, la diversité, le multiculturalisme ne fonctionne pas. C'est assez clair. Beaucoup de gens s'en aperçoivent, d'ailleurs. On aurait pu le savoir il y a un bon moment. 2005, David Cameron le dit déjà. On pourrait même dire au Québec, on le sent depuis encore plus longtemps. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ceux qui constatent la décomposition des sociétés qui n'ont plus d'identité culturelle partagée. Eh bien, on dit c'est vous qui êtes coupable. Parce que vous avez mentionné que ça ne fonctionne pas bien, eh bien, vous êtes coupable. Autrement dit, celui qui lance l'alarme est vu comme le coupable. Bah oui, et c'est quand même façon, on appelle ça un propagateur de haine aujourd'hui. Oui. Donc, si vous dites que 2 + 2 = 4, si vous dites qu'un homme peut pas être enceinte, si vous constatez qu'un pays qui change de population change d'identité, eh bien, vous êtes un propagateur de haine. Cassandre is alive and well and living in Europe. Oui, notamment. Mais effectivement, mais parlons justement moi, je parlais de langue. Vous en parlez dans votre ouvrage, Mathieu Bocoté. Cette espèce de, je ne dirais pas de profanation, mais de déconstruction de la langue. Tout a été, on parle de la déconstruction généralisée, mais la langue, elle joue quand même un rôle extrêmement... Absolument majeur. Il faut comprendre ce qui se passe. On a quelquefois l'impression, devant l'écriture inclusive, qu'on est devant une forme de lubie, mais qui porte pas trop à conséquences. Premièrement, sachez que l'écriture inclusive, même si le politique veut l'interdire, a pénétré les administrations, a pénétré les syndicats, a pénétré le langage de l'enseignement, a pénétré le monde du commerce. Premier élément. Deuxième élément, comment elle fonctionne, l'écriture inclusive? Ben là, c'est tout le débat sur inclusion-exclusion. Si j'ai l'écriture inclusive et que vous la pratiquez pas, vous êtes donc pour l'écriture exclusive. Et quand dans une entreprise, et ça on l'a vu à l'université beaucoup,
une personne commence à utiliser l'écriture inclusive. Il y a un effet de contamination. Donc, tout le monde se met à l'utiliser aussi. Parce que celui qui n'utilise pas l'écriture inclusive est coupable de dissidence orthographique et c'est un réactionnaire qui ne s'avoue pas comme tel, ou pire encore, qui s'avoue comme tel. Oui. Donc, voyez, et là, en plus, le propre de cette écriture qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas simplement une manière de massacrer la langue, mais je dirais de réformer les conditions même de la pensée. Il y a un écrivain soviétique, un russe en fait, mais qui vit au temps de l'URSS, qui s'appelait Shafarevitch, qui avait réfléchi à la langue soviétique. Et il disait, quel est le propre de la langue soviétique? Françoise Thom aussi l'a fait dans La langue de bois. Elle dit, c'est une langue qui est faite pour empêcher de penser certaines choses et obliger d'en penser d'autres. Donc, dès lors que vous utilisez l'écriture inclusive, par exemple, elle, il, yel, ou en anglais, she, her, donc quand vous utilisez ce vocabulaire-là, ou they, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous acceptez ce vocabulaire-là, vous acceptez d'entrer dans un univers mental où vous acceptez des conclusions politiques et idéologiques sans même vous en rendre compte. Et vous savez, ça a atteint, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais je la raconte. Elle est extraordinaire et c'est authentique. Vous savez que le Congrès américain, ça commence toujours en inauguration par une prière. Voilà. Il disait Amen a woman. Ça, c'est génial. C'est formidable. Ça, je m'en souviens, j'en avais parlé dans mon livre précédent, dans la Révolution racialiste. C'est un moment exceptionnel où on voit à quel point l'idéologie rend bête. Et ça, il ne faut jamais oublier à quel point l'idéologie rend très bête. Taguieff vient de publier un livre sur l'âge de la bêtise. L'idéologie rend bête. Et là, quand vous dites effectivement Amen a woman, vous savez même plus ce que vous dites. Quand on tombe sur des gens qui écrivent avec le français massacré avec des points partout, des virgules. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ils ne se rendent pas compte que dans les faits, ils se soumettent, ce qu'on a rappelé la matrice dans un film, ils se soumettent à un univers mental qui va les rendre imbéciles, qui va les rendre, ce que Brigelli appelait la crétinisation. Il y a une forme de crétinisation. La fabrique des crétins. Absolument. Oui, et c'est assez terrifiant, d'ailleurs, quand on voit ça. Et justement, cette espèce est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part l'expansion de l'intérêt et du conflit d'intérêt, on l'a vu, mais l'expansion de la bêtise. Ah oui. Il y a quand même quelque chose, la bêtise au front de taureau. Mais qu'est-ce qui nous protégeait de la bêtise? Il y avait à la fois la culture générale, je crois que c'est la première chose. La culture générale, la vraie, nous rappelle une chose, que toutes les époques n'ont pas pensé de la même manière. La culture générale, qui nous donnait une place centrale au texte de l'Antiquité, nous obligeait, pour la plus belle manière, à un dialogue permanent avec des hommes qui ont écrit il y a plus de 2000 ans, et qui nous disait quelque chose de nous-mêmes alors que les époques ne sont plus du tout les mêmes. Une époque qui pratique ce que Finkielkraut appelait l'ethnocentrisme de l'actuel, qui s'enferme en elle-même, qui ne voit que son nombril, qui n'imagine pas que l'être humain puisse être autre sans être monstrueux. Oui, une telle époque se condamne, oui, à la bêtise la pire. Et c'est ce qui fait qu'on revise l'ensemble du passé pour le soumettre. Vous voyez, la réécriture de l'histoire aujourd'hui, c'est fascinant. On soumet l'ensemble du passé aux névroses du présent. Et moi, je m'attends, rappelez-vous, on a eu tout récemment, je crois que c'était Jeanne d'Arc non-binaire à Londres. Bon, eh bien, on va avoir droit à une réécriture, je n'en doute pas, de tous les classiques de la littérature. Ils vont les réécrire, ils ne vont pas se contenter de ne plus les publier, ils vont les réécrire tôt ou tard. Vous croyez que ça se fera? Et qu'on laissera faire. En fait, vous savez, on ne veut jamais laisser faire. Qu'on laissera faire. Prenez l'exemple, on en a parlé il y a quelques mois de Roald Dahl. On a commencé à le grand humoriste écrit pour l'enfant. Chocoloterie et ainsi de suite. Donc, on a commencé à biffer des mots qui choquaient. Ensuite, on a changé ces mots-là pour d'autres mots, des mots qui ne choquent pas. Quand vous vous donnez le droit de rééditer les œuvres, de les repenser à la lumière de l'idéologie présente, eh bien, permettez-moi de revenir à cette idée, mais vous pratiquez la réécriture de l'encyclopédie soviétique. C'est-à-dire, on reproduit des schèmes, des comportements, des travers qu'on a vus au XXe siècle, mais puisqu'on a voulu retenir les leçons d'un seul totalitarisme, le nazisme, atroce, barbare, mais qu'on a refusé de penser les leçons de l'autre totalitarisme, eh bien, il continue de nous travailler, même dans un de ses héritages les plus étranges, l'antifascisme, on le disait plus tôt. Alors que c'est un héritage, faut jamais oublier, l'antifascisme, ça n'a jamais été une lutte contre le fascisme. C'était idéologiquement une manière de réduire au fascisme ceux qui étaient contre le communisme à l'époque. Eh bien ça, on le vit encore aujourd'hui et on nous expliquera demain ou après-demain. Mais Winston Churchill disait, les antifascistes d'hier seront les fascistes d'aujourd'hui. Oui, et ça, on le voit très bien. Et notez cela dit, ça j'en parle dans le livre à un moment donné, quand on dit ces communistes-là sont tellement terribles, entre guillemets, ces antifas-là sont tellement terribles qu'ils sont fascistes. Un instant, le fascisme a tué terriblement, mais les communistes aussi ont tué à leur manière. Hein. C'est comme si le communiste qui devient vraiment atroce devient fasciste. Non, il demeure communiste. Donc, il faut se rappeler que les totalitarismes en la matière étaient atroces, les deux. C'est toujours l'un reste le camp du bien. Oui, exactement. Même dans l'horreur, l'un est moins pire que l'autre. Vous savez, en cette matière, moi, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, a servi l'homme mérite d'être condamné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la rencontre entre deux questions.
On a beaucoup parlé ces dernières années avec raison d'identité. Puis Dieu sait que c'est une question qui m'importe, qui est fondamentale. Je suis québécois. Ça fait 400 ans, en fait 250 ans depuis la conquête anglaise qu'on se bat pour préserver notre identité en Amérique. Mais la question de l'identité croise aujourd'hui celle de la liberté. Et je pense que la question de la liberté et de l'identité aujourd'hui se fécondent l'une l'autre. Sont indissociables. Devraient être indissociables. Mais je pense qu'elles le sont fondamentalement. Elles sont nécessaires pour résister aux nouvelles dynamiques d'asservissement qui se présentent à nous, prétendant encore une fois nous émanciper, mais qui dans les faits nous assujettissent. On va recevoir, je crois, nos auditeurs. Il y en a beaucoup. Oui, on a Serge qui nous appelle depuis Vichy. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour André. Bonjour à Mathieu. Bonjour. Que j'écoute toujours avec plaisir sur CNews. Et je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, il y a un problème on va vous empêcher de penser. Je prends un exemple très frais. Oui. C'est The Sound of Freedom. Sound of Freedom, oui, le film. Voilà. Le film, oui, absolument. Alejandro Monteverdi. On en a parlé longuement ici, oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses qui m'ont frappé, moi. C'est, d'une part, tout ce qui concerne la production et les acteurs. L'acteur principal est chrétien. Mais ça ne va pas du tout, ça. Jim Caviezel, qui a quand même se fait une très mauvaise réputation à une époque pour incarner Jésus dans le film de Mel Gibson. Tout à fait. Mel Gibson, qui est producteur exécutif du film. Distribué en France par un producteur qui est lui-même chrétien. Un distributeur chrétien. Sage, c'est chrétien. Et à la fin du film, moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est toutes les statistiques qui sont données pour montrer l'explosion de l'esclavage à l'heure actuelle dans le monde. On nous donne tout un tas de chiffres, non seulement l'asservissement des enfants, mais même l'asservissement des adultes. Oui, bien sûr. Et il se trouve que je n'ai pas l'impression, mais je suis peut-être très, très mal informé, mais je n'ai pas l'impression que les chrétiens participent beaucoup dans l'esclavage en ce moment. En tout cas, une bonne partie d'entre eux, sauf peut-être dans les réseaux pédophiles, mais ça, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot, parce que là, ça sera... Voilà. Donc, il y a ça qui m'a beaucoup interrogé. D'accord. Et en plus, le fait que dans les grands médias, même sur CNews, je dois le dire, quand on parle des atteintes aux différentes religions, on oublie très souvent de dire que avant le 7 octobre, la religion qui était le plus visée, c'était la religion catho en France. Le nombre d'églises, le nombre de tags, etc., qui étaient largement supérieurs à tout ce qui pouvait toucher la communauté juive et la communauté musulmane, qui est en fait la troisième dans ce classement sordide. Vous voyez ? Tout à fait, Serge. Ça, on n'en parle pas. Non, mais justement, enfin, il y en a qui en parlent, heureusement, mais il y en a peut-être pas beaucoup. Vous, Radio Courtoisie, etc., CNews, de temps en temps. Et encore, CNews, je trouve qu'ils sont de plus en plus mous du genou. Enfin, bon. Mathieu, si je peux me permettre, sur le fond. Je laisse de côté. Je suis en désaccord avec vous sur ce que vous dites à propos de CNews. J'ai l'impression qu'on en parle très souvent. Mais sur le fond des choses, vous nommez une réalité qui doit être mentionnée. C'est lorsqu'il y a une vexation, quelle que soit sa nature, envers ce qu'on présente comme une religion minoritaire, eh bien, ça devient immédiatement un problème national. Et à la rigueur, avec raison, je comprends l'idée. Mais lorsque ça touche le catholicisme, c'est vu comme, je le dis, un fait divers, sans portée significative, qui ne doit pas nous préoccuper parce que ça pourrait alimenter l'intolérance. Et j'ai en mémoire, ça s'est passé, je crois, il y a 2 ans, il y avait une procession catholique. C'était, je crois, près de Nanterre. Et là, des gens, il y a une agression en disant que vous n'êtes plus ici, les catholiques, vous n'êtes plus chez vous. Ceux qui attaquent ont je sais pas, se revendiquent de l'islam. Je le dis sous toute réserve, mais de mémoire, c'était ça. Or, c'était vraiment une agression religieuse, dans ce cas-là, par des islamistes contre des catholiques. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment très particulier? Ça ne perce pas dans les médias. Ce n'est pas considéré comme un événement majeur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'agresseur n'était pas le bon et l'agressé n'était structurellement pas agressable. Parce que puisqu'on se dit, le catholicisme est majoritaire, il a structuré l'histoire de France, dès lors, il est naturellement en position de domination, il ne saurait être victime de quelque persécution que ce soit. Donc ça, le traitement médiatique est quelquefois tend à déformer la réalité. Non, mais ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est parce qu'il est majoritaire, donc on peut appliquer les 2 poids 2 mesures et l'indignation à géométrie variable. Je crois que le 2 poids 2 mesures est probablement, je parle pour moi, je crois pas que je ne parle que pour moi, ce qui choque le plus de commun des mortels aujourd'hui. La plupart des gens pensent pas à temps plein à la politique, à l'idéologie,
idéologie. Avec raison, on a nos vies. C'est la justice. Mais on ressent intimement le traitement médiatique déséquilibré. On ressent intimement le fait que globalement, le récit médiatique a décidé de laisser passer sous silence ce qui trouble l'idéologie dominante et de parler sans cesse. Remarquez quelquefois sur le service public, je ne me peux pas de le dire, les idéologues les plus radicaux de la gauche la plus radicale sont accueillis à la manière de grands penseurs et dans une forme de complicité un peu étonnante. De dire, ah oui, c'est sûr, on est tous d'accord entre nous, et ainsi de suite. Vous savez, sur le service public, moi j'aime dire quelquefois de manière un peu méchante, l'extrême droite commence au centre-gauche. Mais le service public est un safe space, monsieur Bocoté. Vous savez que c'est pas que français, cela dit. Hein. Si vous regardez le service public au Canada, la BBC, eh bien partout. Donc il y a manifestement une idéologie dominante dans ce qu'on appelle la chattering class, dans l'intelligence, la classe bavarde, et on le voit plus que jamais. On va marquer cette courte pause et après on aura Stéphane qui nous appelle au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h48 sur Sud Radio, dernière ligne droite. On est toujours avec Mathieu Bock-Côté jusqu'à 14h qui nous présente son livre Le totalitarisme sans le goulag. Et puis nous avons Stéphane au 0826 300 300. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour Mathieu Bock-Côté, bonjour à l'équipe et aux auditeurs. J'ai une première remarque concernant le titre de votre livre. André, je vous en veux beaucoup. Je vais être encore obligé d'acheter un livre. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à suivre, mais vraiment, en tout cas, mais vous savez, on nous présente ici que les livres qu'on aime. Hein. On va pas perdre du temps à critiquer des livres qui ne nous apportent rien. Pour ça. C'est sans doute pour ça que je les achète aussi. Je relève que malgré tout, totalitarisme sans le goulag, je relève malgré tout que pendant la période de Covid-19, on a eu quand même des camps qui auraient existé en Australie. Je dis aurait parce que j'ai pas pu le vérifier moi-même, mais bon, c'est quand même quelque chose qui a été... Il y a eu en Australie des choses terribles, et peut-être pas forcément qu'en Australie. Voilà. Donc éventuellement, j'aimerais entendre Mathieu Bock-Côté à ce sujet, mais c'est pas le point le plus important de mon intervention. Je vous écoutais, Mathieu Bock-Côté, juste un peu plus tôt, enfin une bonne vingtaine de minutes avant, vous sembliez dire, en tout cas c'est ce que moi j'en ai retenu, vous me reformulerez, que les politiques ont réduit nos libertés parce qu'ils y ont pris goût, ils ont, semble-t-il, découvert les choses et se sont dit, on y va. Voilà, c'est mon interprétation de ce que je vous ai entendu dire. Moi, sans vous embêter avec ma vie personnelle, j'ai 30 ans de gestion de projet dans l'informatique. J'ai commencé d'abord comme de façon empirique et ensuite de façon professionnelle. Et aujourd'hui, je sais dire que quand je vois un plan se dérouler devant moi, je sais reconnaître que c'est un plan. Et donc je juge, avec la subjectivité qui est la mienne, que tout cela n'est pas arrivé par hasard. Et moi je vois que ce déroulement méthodique et des fois coordonné relève d'un plan. Et cette accélération des choses me semble de plus en plus évidente. Sans parler des outils de contrôle qui existent déjà en nombre dans la loi, des fichiers, des traitements, etc. Mais ça mériterait notre émission. D'accord, Stéphane, on a bien compris. Et je dirais, moi j'ajouterais personnellement que ce n'est pas être complotiste de dire qu'il y a des plans. Et les plans, ce n'est pas par une assemblée d'illuminati qui ont fait le truc, mais il y a, quand je dis des plans, des intentions. Quoi. Alors moi, je parlerais plutôt d'idéologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une idéologie? C'est on adhère à une idéologie globalement à travers certains principes, une certaine vision du monde, sans se rendre compte nécessairement qu'on adhère à ses conséquences. C'est-à-dire, on ne voit pas ce à quoi on adhère quand on adhère à une idéologie ou une manière de se représenter le monde. Et au moment de la COVID, moi je reviens là-dessus, moi je ne suis pas de ceux qui y voient un plan. Ce que je vois simplement, c'est que nos gouvernements ont eu une réaction de panique. Bon, il y a un schéma initial, puis que je comprends, je l'ai eu aussi. Donc il y a un schéma initial, on dit qu'est-ce qu'on doit suspendre la vie en société. Là, il y a une pression médiatique qui commence.
en disant, mais vous avez toléré encore tel espace de liberté, tel espace de liberté. N'est-ce pas la preuve que vous n'êtes pas assez vigilant pour la santé des gens? Le commun des mortels se dit, mais la santé c'est important, donc on va restreindre encore plus les libertés, et les restreindre, et les restreindre. Et dès lors qu'on s'est engagé là-dedans, on est engagé dans un modèle qui est une société non pas de liberté, mais d'autorisation, où le contrôle social est vu comme l'expression du bien commun. Et il a fallu s'arracher à ce modèle. La question qu'on veut se poser, puis on n'est plus au temps de la COVID, mais la question qu'on veut se poser, c'est que reste-t-il de ça? Et qu'est-ce qui se passe demain s'il y a une crise semblable? Moi, j'ai un passage dans le livre sur la suite de ça, c'est quand la crise climatique, ou ce qu'on présente comme telle, quand la crise climatique va se radicaliser, est-ce qu'on va nous dire, ben l'heure est venue des confinements climatiques, l'heure est venue de restreindre vos libertés pour ça. Je donne juste un exemple. Est-ce qu'il va falloir, par exemple, s'assurer que chacun ait désormais son passeport climatique, avec le nombre de voyages en avion permis, le nombre de kilomètres qu'on peut faire en voiture, ce qu'on peut prendre comme viande, tout ça. Nous n'y sommes pas. Oui, je suis persuadé que les écolos radicaux y pensent. Oui, mais quand vous dites que justement par rapport au Covid, ils avaient peut-être pas, ils avaient peut-être pas un plan et effectivement ils ont couvert au fur et à mesure. Mais ils y ont pris goût. Regardez ce qui se passe entre Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, et Elon Musk, enfin X. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de fabriquer des contrôleurs d'influence et d'information. Ça, pour moi, c'est la question du contrôle de l'information publique. Je cite d'ailleurs Thierry Breton dans le livre, qui explique quels sont les discours qui ne doivent plus être tolérés sur Twitter, notamment dans les réseaux sociaux. Et il parle notamment des appels à la révolte. Je m'excuse, mais ce concept est assez inquiétant. Si l'appel à la révolte n'est plus permis, est-ce qu'on parle de là de la violence? Mais l'appel à la violence est déjà interdit. Donc, mais lorsqu'on est devant un parti qui dit... Oui, il dit appel à la révolte. Ben, c'est comme tel. Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, la volonté de sortir de l'Union européenne? Je dis pas que c'est le cas, mais ceux qui le voudraient, est-ce que c'est un appel à la révolte? L'appel à voter pour des partis dits populistes ou étiquetés par l'extrême droite par le système médiatique, est-ce que c'est un appel à la révolte? L'appel à dire, on va manifester contre telle ou telle mesure gouvernementale, pensez à la révolte des retraites, est-ce que c'est un appel à la révolte? Donc ça, de ce point de vue, la tentation, je crois que les élites diversitaires mondialisées, pendant quelques années, on a vu les réseaux sociaux, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On maîtrisait globalement les canaux d'information de la population. Il y avait un pluralisme, c'est un pluralisme limité. Là, ça explose, ça sort de partout. Donc, la volonté de reprendre en main le narratif public, le discours public, de fixer des balises, de dire ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Rappelez-vous, il y a quelques années, en France même, l'idée de faire une loi sur les fake news, qui aurait fait en sorte qu'on aurait décidé de dire quelle est la vraie bonne information, mauvaise information. Il y aurait qui décide que c'est une fake news ou pas? Il y aurait un réel officiellement estampillé et autorisé. C'est insensé. Donc, cette tentation liberticide qui apparaît partout en Occident, puis je reviens toujours sur ça, partout en Occident, il faut voir à quel point ces courants d'idées aujourd'hui traversent l'ensemble de nos sociétés. Bien sûr. Cette tentation, prenez un petit exemple qui vient de l'Écosse. L'Écosse, qu'on aime tous, je crois. Il y a 2-3 ans, il y a une loi sur les propos haineux qui a été votée. En Écosse. Par Humza Yousaf, qui était à l'époque le ministre de la Justice en Écosse, et qui a interdit, je cite, les propos haineux à la maison. Alors là, on s'entend. Propos haineux ou non, la question n'est pas là, c'est que chez vous, désormais... À la maison, vous dire chez vous, dans votre foyer. Donc, parce qu'il ne doit pas y avoir de sanctuarisation du domicile pour les propos haineux. Si vous dites des propos haineux au bar, ou je sais pas, moi, au PMU, vous ne devez pas pouvoir le dire chez vous. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un appel à la délation. C'est-à-dire, vous recevez des gens chez vous, vous n'êtes pas d'accord. Eux voient ça comme des propos haineux. Il sort de chez vous de dîner et il va dénoncer. Alors ça, je m'excuse, cette tentation-là, elle est aujourd'hui présente un peu partout. Quand aux États-Unis, une partie significative de la jeune génération est favorable à la criminalisation du mégenrage. Le mégenrage, c'est-à-dire, André Berkoff, vous êtes désormais une femme, et puis je l'oublie, puis je vous appelle André au masculin plutôt qu'Andrea, par exemple. Eh bien, c'est pas seulement une maladresse de ma part, c'est pas à la rigueur une provocation. Je vous dénonce. Exactement. Il faut dénoncer. Quand on voit de la même manière des professeurs, on l'a vu en Ontario, on l'a vu en Irlande, en Irlande, ce professeur, en Ontario, au Canada, c'était un étudiant qui n'accepte pas la théorie du genre dans ses différentes conséquences. Puis il dit, je refuse d'utiliser les pronoms. Alors, regardez comment ça s'est passé en Irlande. On dit, professeur, t'es obligé d'utiliser des nouveaux pronoms. Il dit, je ne le ferai pas. On dit, tu ne viens plus à l'école désormais tant que tu n'acceptes pas cette méthode. Il se présente à l'école néanmoins, il refuse d'utiliser les nouveaux pronoms. On dit, mais désolé, les services de sécurité doivent s'occuper de lui. Donc, de mémoire, la police s'en occupe. Non pas sur le mode vous avez mégenré, mais vous n'étiez pas autorisé à l'école aujourd'hui. Donc de manière indirecte. Donc on vous expulse. Et c'est pour ça que dans le 3e chapitre, pour titre les prochains prisonniers politiques d'Occident. Il est possible que notre Occident que nous aimons accouche aujourd'hui de prisonniers politiques et idéologiques. On n'aime pas dire ça. Et là, je me suis fait dire, pour ça, je me suis fait traiter de parano et de conspi. Je dis, un instant, intéressez-vous encore une fois à la logique des idées, voyez les conséquences des idées auxquelles vous adhérez, et dans 15 ans, dans 5 ans, dans 2 ans,
en reparlera. On en reparlera. Écoutez, Mathieu Bocoté, en tout cas, sur cette note extrêmement optimiste, nous finissons l'émission, mais il faut être lucide. Il faut être optimiste ou pessimiste, mais lucide. Le totalitarisme sans le goulag, lisez-le. Merci Mathieu Bocoté d'avoir été avec nous tout de suite. C'est Brigitte Lay sur Sud Radio. André Berkov, vous revenez demain à partir de midi jusqu'à 14h demain sur Sud Radio. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.